Le conflit, c'est quelque chose de tout à fait naturel dans nos vies, n'est-ce pas? Pourtant, notre premier réflexe, c'est souvent de l'éviter. Et si Et si on essayait de le comprendre différemment, d'en faire un vrai moteur de changement? Allez, on se lance, on explore ça ensemble. Alors franchement, c'est quoi ce mot? Pour beaucoup d'entre nous, ça évoque tout de suite la dispute, la tension, l'anxiété, bref, des trucs qui donnent juste envie de prendre ses jambes à son cou. Eh bien, c'est précisément cette perception-là qu'on va essayer de bousculer un peu aujourd'hui. C'est là que tout se joue en fait. On a le choix. Soit on reste coincé dans l'idée que le conflit c'est forcément du stress, de la négativité, soit on change complètement d'angle et on le voit comme une vraie opportunité. Une chance d'apprendre, d'innover, de s'améliorer. Au final, tout est une question de regard. Bon, pour qu'on parle bien de la même chose, c'est quoi un conflit au fond? C'est cet état d'opposition, oui, mais surtout c'est chargé d'émotions, de la colère, de la frustration, de la peur. Et c'est super important de reconnaître ce point émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir le gérer au lieu de se laisser complètement déborder. Et cette citation, elle est géniale parce qu'elle touche à un point essentiel. Ce qu'on pense être la réalité, en fait, c'est juste notre perception de la réalité. C'est notre propre carte du monde. Et dans un conflit, c'est exactement ça. Il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs cartes, plusieurs visions d'une seule et même situation. Alors, cette idée de perception différente, elle nous amène tout droit à un concept vraiment fascinant. Dans les conflits, souvent, on tombe dans des schémas, des rôles qu'on joue sans même s'en apercevoir. Et ces rôles, au lieu de résoudre le problème, ils ne font qu'entretenir le drame. Et cet outil, ça s'appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est un modèle psychologique super puissant pour comprendre pourquoi certains conflits semblent ne jamais finir. Ils tournent en boucle. C'est un peu comme une mauvaise pièce de théâtre, où à la fin, tout le monde se sent mal et on ne sait même plus comment on en est arrivé là. Alors, le premier rôle de ce triangle, c'est la victime. On la reconnaît assez facilement. Elle se sent impuissante, elle se plaint beaucoup, elle a l'impression que rien ne va jamais, que ce n'est jamais de sa faute. Elle va chercher de l'aide, oui, mais au fond, elle a du mal à prendre les choses en main, parce que ce rôle de victime la maintient dans une forme de passivité. Et bien sûr, pour qu'il y ait une victime, il faut souvent un sauveur. C'est le deuxième rôle. Le sauveur, lui, il a ce besoin presque compulsif d'aider, de trouver des solutions pour les autres. Le problème, c'est qu'il se précipite pour sauver la mise, souvent sans qu'on lui ait rien demandé, et en faisant ça, sans s'en rendre compte, il empêche la victime de devenir autonome. Et pour lui-même, c'est l'épuisement garanti, le burn-out n'est jamais loin. Et pour boucler ce triangle infernal, on a le persécuteur. Lui, son truc, c'est de critiquer, de blâmer, de dévaloriser. Il a besoin d'une victime sur qui déverser ses propres frustrations pour se sentir en position de force. Et voilà, le piège est refermé. On a une victime qui subit, un sauveur qui s'épuise à vouloir aider et un persécuteur qui accuse. Un trio parfait pour que rien ne bouge. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ces rôles ne sont pas du tout fixes. C'est un vrai manège. Par exemple, le sauveur, à force de s'épuiser pour une victime qui ne bouge pas, il finit par en avoir marre. Et là, paf, il devient persécuteur en lui reprochant son inaction. La victime peut aussi devenir persécuteur. Bref, les rôles s'échangent et le drame continue encore et encore. D'accord. Mais alors, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce si facile de tomber dans ce panneau, de se laisser embarquer dans ces rôles? Eh bien, pour comprendre ça, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. En gros, quand un conflit éclate, notre cerveau émotionnel prend le volant. Il réagit au quart de tour, bien avant que notre cerveau rationnel, la partie qui est réfléchie, ait eu le temps de dire « Attends une minute ». C'est une sorte de réflexe de survie, une réaction quasi instantanée. C'est notre système nerveux sympathique qui s'emballe. C'est le fameux mode combat ou fuite. Le cœur s'accélère, l'énergie afflue, on est en état de stress maximum. Et c'est cet état qui nous pousse tout droit dans les bras de la victime, du sauveur ou du persécuteur. Pour sortir de là, il faut réussir à activer l'autre système, le parasympathique. Lui, c'est le frein. C'est celui qui calme le jeu et nous permet de retrouver notre capacité à réfléchir. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce manège infernal? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rejouer la même scène à l'infini. Il existe des outils, des techniques très concrètes pour reprendre le contrôle et commencer à communiquer de façon beaucoup plus saine. Le premier de ces outils s'appelle la fenêtre de Johari. C'est un modèle génial pour développer sa conscience de soi. L'idée, c'est de nous aider à mettre de la lumière sur nos angles morts. Vous savez, ces parties de nous, de notre comportement, que les autres voient très bien, mais dont on n'a absolument pas conscience. Et ce sont souvent ces angles morts qui nous font tomber dans les rôles du triangle. Regardons ça de plus près. Il y a 4 zones. D'abord, la zone publique. C'est ce que je sais sur moi et que les autres savent aussi. Simple. Ensuite, la zone cachée. Ce que je sais de moi, mais que je ne montre pas. Mes petits secrets, quoi.
Il y a aussi la zone inconnue, notre potentiel inexploité. Mais celle qui nous intéresse le plus ici, c'est la zone aveugle. C'est ce que les autres voient chez moi, mais que moi, je ne vois pas. La clé pour sortir du drame, c'est de réduire cette zone aveugle en étant plus ouvert au retour des autres. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Le deuxième outil, c'est plus une compétence. Et elle est cruciale, la communication assertive. C'est vraiment la voie du milieu, l'équilibre parfait. L'idée, ce n'est ni de s'écraser, comme le ferait une victime, ni d'écraser les autres, comme un persécuteur. C'est d'arriver à s'affirmer, à dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, mais toujours avec respect. On voit bien la différence ici. D'un côté, on a la communication passive, on évite le conflit, on garde tout pour soi, on se laisse marcher dessus. De l'autre, l'agressivité. On impose, on blâme, on ne respecte pas l'autre. Et pile au milieu, on trouve l'assertivité. Là, on exprime clairement ses besoins, on parle en jeu, on se respecte soi-même et on respecte les autres. C'est ça, la clé. Et il y a même une petite formule presque magique pour y arriver. C'est une structure en 4 temps. D'abord, on décrit la situation de façon neutre. Ensuite, on exprime son émotion avec « je me sens ». Puis, on explique pourquoi, l'impact que ça a sur nous. Et enfin, on formule une demande claire. L'exemple est parfait. Quand ce délai n'est pas respecté, le fait, je me sens inquiet, l'émotion, parce que ça met en péril tout le projet, l'impact. J'aimerais qu'à l'avenir, on puisse se parler dès qu'il y a un blocage, la demande. C'est factuel, clair et non agressif. Ça change tout. On a donc vu ensemble comment fonctionne un conflit, pourquoi on tombe si souvent dans ces pièges relationnels, mais surtout, comment on peut s'en sortir. Maintenant, bien sûr, le plus important, c'est de commencer à mettre tout ça en pratique. Pour résumer, si on devait retenir l'essentiel, ce serait ça. Tout part de notre perception du conflit. Si on arrive à changer notre regard, à être conscient des rôles du triangle dramatique pour ne pas les jouer, à mieux connaître nos angles morts et à pratiquer une communication plus assertive, alors là, on a les 4 clés pour transformer complètement notre façon de gérer les désaccords. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. La prochaine fois qu'une tension monte, quel rôle va-t-on consciemment refuser de jouer ? Juste le fait d'avoir ce choix en tête, c'est déjà la première et la plus grande étape pour commencer à transformer cette friction en véritable carburant.